Docteur Fajula Claire, je suis PH à la conception et je travaille en gérontopsychiatrie. Je vais vous présenter la dépression de la personne âgée. Donc, il faut savoir que la dépression est une maladie très fréquente chez le sujet âgé. Alors, quand on parle du sujet âgé, on parle du patient de plus de 65 ans. Dans les études, c'est la limite d'âge. Quand on parle de l'épisode dépressif majeur, la moyenne au niveau de la population générale, c'est 13,5% au niveau de l'épidémio. Dès qu'on passe à l'hôpital, c'est 25%. Et évidemment, en institution, on est à 40% d'épisodes dépressifs majeurs. Donc, ce qui veut dire qu'il est important de les rechercher et de les traiter. Quels sont les facteurs de risque de dépression chez la personne âgée? Alors, on sait que le risque augmente un petit peu avec l'âge, mais principalement le sexe féminin, le niveau socio-éducatif faible, la classe sociale basse, l'isolement, le fait de vivre seul. Les deuils récents sont des périodes à risque. Il faut savoir que chez les personnes âgées, eh ben, ils ont l'habitude de vivre avec des deuils autour d'eux et que c'est important d'être vigilant à distance quelques mois après un deuil, d'être sûr que c'est juste la phase dépressive du deuil et qu'il n'y ait pas un épisode dépressif résiduel à traiter. L'invalidité, alors dans l'invalidité, il y a aussi tout ce qui est voilà, le handicap, les troubles, les pathologies médicales, les maladies chroniques, toutes les maladies qui entraînent des douleurs sont des facteurs de risque de dépression. Évidemment, les antécédents dépressifs, les troubles du sommeil et les troubles cognitifs. Démence et dépression sont deux maladies qui sont quand même assez proches. Et donc, chez tout patient dément, il faut quand même rechercher une dépression. Les facteurs protecteurs sont le niveau socio-éducatif élevé, l'engagement dans les activités associatives, la spiritualité. Voilà, je dis souvent qu'un club de troisième âge, des fois, c'est le meilleur antidépresseur du monde, mieux que les médicaments, et que garder les gens dans un système, on va dire, actif au niveau de leur entourage, ça leur fait du bien. Par exemple, on sait que la conduite est aussi un facteur protecteur, conduire sa voiture, parce que justement, ça me permet d'avoir le plus d'autonomie possible. Et la spiritualité, la religion est un facteur protecteur. L'enjeu majeur de la dépression, c'est quoi? C'est le suicide. Le suicide est très élevé chez les personnes âgées et il est important d'aller chercher les facteurs de risque et de le dépister afin de le traiter. Donc, le taux de suicide en France augmente avec l'âge. Donc là, par contre, quand on passe chez le suicide, le risque augmente avec le sexe. Les hommes sont plus à risque que les femmes. Et on voit que finalement, avec l'âge, ça augmente. Le tableau typique du patient suicidaire, c'est l'homme blanc de 80 ans. Il y a en plus beaucoup, le ratio entre les tentatives de suicide et le suicide est différent chez la personne âgée, avec beaucoup plus de suicides réussis qu'à l'adolescence ou l'adulte jeune. Hein. Donc souvent, quand ils essaient, ils ne se ratent pas. Par quels moyens ils utilisent? Donc on voit que souvent, ce sont des moyens très violents, la pendaison, les armes à feu. Les petites flèches indiquent la différence par rapport au sujet en milieu de vie. Finalement, on voit qu'avec l'âge, il y a plus d'armes à feu et de noyades. Des noyades surtout chez la femme et de défenestration. Et un peu moins de pendaison, mais c'est quand même le plus gros facteur de risque. On est environ à une tentative de suicide pour un suicide chez la personne âgée, pas tout à fait égal, mais c'est très proche, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller rechercher les idées suicidaires chez les personnes âgées. 90% des personnes âgées ont vu leur médecin traitant dans la semaine avant un suicide. Donc, qui se suicide? Évidemment, on va rechercher, comme les autres patients, les facteurs de risque primaires, secondaires et tertiaires. Les facteurs de risque primaires qui sont accessibles à une prise en charge, c'est évidemment la dépression actuelle et les antécédents de dépression. Toutes les dépendances, les toxiques, l'alcool. Alors l'alcool est assez tabou chez la personne âgée dans notre société. On n'ose pas trop leur demander s'ils consomment de l'alcool tous les jours. C'est un tort, hein, parce que l'alcool est quand même très présent chez les personnes de
65 ans. Les comorbidités psychiatriques, évidemment la verbalisation d'idées suicidaires et les patients qui ont des troubles d'adaptabilité au changement, d'impulsivité, les patients obsessionnels sont les sujets un peu plus à risque au niveau des personnalités. Les facteurs de risque secondaires, c'est l'isolement, le faible soutien social, le veuvage, on en parlait, les personnalités psychorigides, les événements de vie négatifs, et les facteurs tertiaires pour le suicide, c'est voilà, l'homme de plus de 80 ans et l'été. Alors l'été, c'est assez constant, même chez les sujets plus jeunes. Il y a plus de suicides réussis l'été. Alors, quels sont les facteurs protecteurs du suicide? Donc, on en revient toujours à l'entourage familial, la famille, les enfants, les activités physiques. Alors, on sait, par exemple, pour la démence, un des seuls facteurs pronostiques qui a été retrouvé protecteur pour la démence, c'est de marcher 30 minutes par jour à l'extérieur. Donc on sait que l'activité physique est protectrice, évidemment les activités sociales, les loisirs, la spiritualité, l'autonomie, la conduite. Voilà. Ce sont des facteurs protecteurs de suicide. Donc le suicide, on va le rechercher, mais bon, c'est souvent dans le cadre d'une dépression. Quelles sont finalement les particularités sémiologiques de la dépression chez la personne âgée? Il y a des petites choses différentes. Effectivement, les petits vieux, ils ont tendance à ne pas se plaindre d'être tristes. La verbalisation de l'humeur dépressive est très rare. Alors, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est par respect? Je ne sais pas, mais souvent, ils ne vous verbalisent pas de douleur morale ou de tristesse. Ils sont plutôt émoussés, voire indifférents affectivement. Après, c'est compliqué aussi parce il peut y avoir dans la dépression du sujet âgé des signes d'apathie. C'est difficile de faire la différence entre la dépression et l'apathie. Mais on peut retrouver un repli sur soi, un ralentissement psychomoteur, un sentiment d'inutilité. Ça, c'est assez fréquent, je ne sers à rien. Il faut savoir aussi que un des moments difficiles pour les dépressions des personnes âgées, c'est la retraite. La retraite, c'est un moment de fragilité parce qu'on perd son statut social et on a ce sentiment de vide et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rechercher et dans le sentiment d'inutilité, il y a aussi la perte d'intérêt qui est un bon symptôme, même si ce qu'ils aimaient faire, c'était aller promener leur chien ou faire des mots croisés, leur demander si ces derniers temps, ils le font moins, ils ont moins de plaisir à faire les choses, ils ont moins de plaisir à aller promener le chien, c'est un signe de perte d'intérêt qui est très important chez la personne âgée. Le sentiment de lassitude de la vie qui est souvent des fois pris pour de la sagesse. «Oh bah, il est vieux, c'est normal qu'il ait moins envie, il est ralenti, oui, mais bon, il est vieux». Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait passer aussi sur le compte de l'âge, et comme on vit dans une société où vieillir, c'est pas forcément la chose la plus glamour possible et valorisée, et bah, forcément ça accentue les risques de dépression. L'irritabilité, la tension interne et les plaintes somatiques nombreuses, on va le revoir, souvent la tristesse n'est pas exprimée par des mots, mais par des plaintes somatiques qui sont non systématisées et les préoccupations hypocondriaques et les troubles de la concentration. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme tableau clinique, on va dire, spécifique de la personne âgée? Un des tableaux le plus fréquent quand c'est pas un épisode dépressif majeur, caractérisé, c'est la dépression marquée. Il faut savoir que pour poser le diagnostic d'épisode dépressif majeur, c'est les mêmes critères que dans le DSM-5. Il y a pas de particularité clinique pour les patients plus âgés, hein. La dépression masquée, c'est qu'en état dépressif, les symptômes somatiques prédominent, alors que les symptômes psychiques sont au second plan. Et les douleurs sont mal systématisées, avec une exacerbation matinale, elles se modifient dans le temps, on n'arrive pas bien à les décrire. Et du coup, ils consultent, ils consultent, ils consultent, ils arrivent chez vous avec un dossier énorme parce qu'ils ont eu tous les scanners et IRM du monde et qu'en fait, on se rend compte que c'était une dépression. Et ça vaut le coup de le diagnostiquer et de faire des tentatives avec le traitement parce que souvent, ce sont des dépressions qui répondent bien aux antidépresseurs. La dépression hostile, donc dépression hostile avec des douleurs intenses et intolérables, des plaintes violentes avec des revendications, des récriminations incessantes et des exigences multiples. Voilà, c'est le papy désagréable, hostile,
qui n'acceptent pas les soins. Donc en liaison, on est souvent appelé pour des cas comme ça. Ou alors, chez les personnes très âgées et plutôt grabataires et en maison de retraite, le refus alimentaire. Le refus alimentaire et le refus de soins chez quelqu'un qui n'était pas comme ça peut faire penser à une dépression. Alors évidemment, il faut rechercher une cause organique, en premier, mais ça peut être un signe de dépression hostile, et inhabituelle, de dépression caractérisée. Le problème dans ces cas-là, c'est que le risque suicidaire est élevé et que quand ils sont en opposition, c'est compliqué de leur faire prendre des traitements. Après, il y a les dépressions sévères, les tableaux un peu plus sévères, bon, la mélancolie, ce sont les mêmes diagnostics que la mélancolie chez les sujets plus jeunes, avec une dépression intense et une prostration, un mutisme et qui peut aller jusqu'au délire au syndrome de Cotard. Et après, les dépressions délirantes, alors souvent, ça inquiète beaucoup les gens en disant, oh là là, ils délirent. Finalement, le délire dans la dépression de la personne âgée n'est pas un facteur de gravité, dans le sens où il y a 20% des dépressions du sujet âgé qui ont des symptômes délirants. C'est très fréquent et c'est pas forcément un signe de gravité et ça répond assez bien au traitement. Mais du coup, c'est des délires qui sont souvent congruents à l'humeur et de persécution, de ruine. Donc voilà, il faut toujours rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui a déclenché ça. Et des fois, quand il n'y a que les idées délirantes, même, il faut aller rechercher une dépression sous-jacente. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider à faire un diagnostic? Donc, il y a une échelle qui est vraiment la plus adaptée, c'est la Geriatric Depression Scale, qui existe sous deux formes. Soit c'est un auto-questionnaire de 15 items ou un auto-questionnaire de 4, c'est la mini GDS. Donc ça, on leur laisse, ils répondent par oui ou par non, et on cote après à distance, on les laisse répondre tout seuls. Mais sinon, il y a la mini GDS où là, on leur pose la question. Et il suffit qu'il y ait une seule réponse en faveur de la dépression pour être un peu discriminant et valoir le coup de pousser la question de la dépression. Hein, ce sont des questions qui sont quand même on va dire, franches. Après, il y a juste là, êtes-vous heureux la plupart du temps, qui est un peu compliqué parce qu'il y a un peu de nuances. Mais sinon, vous sentez-vous découragé, triste, votre situation est désespérée, votre vie est vide, c'est assez fort hein, comme terme. Il y a juste le êtes-vous heureux la plupart du temps, qui peut un peu être discuté. Donc, on a vu les particularités sémiologiques, l'échelle. Qu'est-ce qui est important? C'est le dépistage. Donc, ce qui est important, c'est l'interrogatoire. À l'interrogatoire, on recherche toujours les antécédents personnels et familiaux de dépression ou de d'autres troubles psy, les facteurs de risque, et on a une approche toujours globale. Chez la personne âgée, c'est important. Toutes les maladies chroniques, par exemple la maladie de Parkinson, et la dépression fait partie maintenant du tableau clinique de la maladie de Parkinson. C'est pas une comorbidité. Pareil, dans toutes les maladies chroniques, le diabète ou la sclérose en plaques, la dépression est très fréquente. Donc c'est important de bien tout prendre en compte au niveau médical, au niveau psychologique et au niveau socio-environnemental. Donc évidemment, on n'hésite pas à demander à quelqu'un s'il a des idées suicidaires. On demande clairement, est-ce que vous avez déjà pensé à vous donner la mort? Par quels moyens? Est-ce que vous avez ces moyens à portée de main? Et on évalue la dangerosité et l'urgence du geste, comme tout patient en psychiatrie. Pour les traitements, donc si on faut savoir qu'il y a peu d'études de traitement chez la personne âgée parce que souvent c'est des groupes de petite taille. Des fois 65 ans, ils prennent même pas 65 ans, ils prennent 55 ans. C'est des patients qui ont des comorbidités. C'est très difficile de faire des études chez les patients âgés. Il ne faut pas qu'il y ait de comorbidité cardiaque, pas de comorbidité cognitive. Donc on a peu d'études, mais il y a quand même des conférences de consensus qui ressortent. Donc ça, c'est la conférence de consensus d'Alexopoulos de 2001 qui est toujours d'actualité. Donc les dépressions unipolaires non psychotiques, ISRS ou ISRSNA ou électroconvulsivothérapie plus psychothérapie. La dépression avec éléments psychotiques, on va rajouter un neuroleptique atypique. La dysthymie, on la traite comme la dépression standard. Pour les dépressions liées à des conditions médicales, évidemment, il faut ajouter le traitement de la pathologie associée. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est ISRS ou ISRSNA en première intention. Et par contre, ce qui diffère par rapport aux sujets plus jeunes, c'est qu'on va les traiter plus longtemps. On dit 1 an
si c'est le premier épisode, après la rémission des symptômes, alors que c'est plutôt 6 mois pour les sujets plus jeunes. Et dès qu'on passe au deuxième ou troisième épisode, on laisse les ISRS ou les ISRSNA au long cours. Comment on les prescrit? Donc, c'est jamais une urgence immédiate, mais on peut le mettre rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on les initie à dose progressive, quelle que soit la classe médicamenteuse, mais par contre, on les augmente jusqu'à la dose efficace par palier. Souvent, on nous dit qu'on a instauré le traitement ou le médecin traitant a instauré du Cymbalta à 30 mg et il n'est jamais passé à 60. Ce qu'il faut, c'est que réduire la posologie de base pour diminuer le syndrome sérotoninergique, mais après, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, pas d'insuffisance hépatique, on monte à dose efficace qui peut être la même dose que les sujets jeunes ou ça dépend les antidépresseurs. Il y en a qui ont des limites en fonction de l'âge, d'autres non. Le délai d'apparition est plus tardif chez la personne âgée, on dit au moins jusqu'à 6 semaines. Alors après, ce qui est bien avec les personnes âgées, c'est qu'ils sont patients et ils acceptent que ça ne marche pas tout de suite et ils ne vont pas forcément arrêter le traitement parce que ça ne marche pas. Mais quand les études montrent qu'il faut attendre jusqu'à 6 semaines avant de dire que ça ne marche pas. Évidemment, l'efficacité est jugée sur la clinique et il faut traiter les comorbidités en même temps. Par exemple, où est-ce qu'il y a des précautions d'emploi chez la personne âgée? C'est tout ce qui est tricyclique, la roxy, la dafranine, on ne le fera jamais en première intention. Mais des fois, quand on a vraiment un échec à tous les médicaments, ça peut être utile. Par contre, on n'augmente pas les doses comme les patients plus jeunes. Le séroprame, on met 20 mg maximum, le séroplex 10 mg maximum, avec un ECG une fois par an. Le stabilo et la thymide pour les autres classes de médicaments. Aussi, on augmente maximum jusqu'à 25 ou jusqu'à 45. Et enfin, il y a des antidépresseurs qui n'ont pas forcément de précaution d'emploi chez les sujets âgés. Donc voilà, vous avez la liste. Et il faut toujours surveiller le risque d'hyponatrémie. Je l'ai mis pour le déroxate, mais c'est pour tous. Chez les sujets âgés. Mais là, il n'y a pas de dose minimale maximum. Il faut augmenter jusqu'à ce qu'on ait une efficacité clinique. Après, on le laisse pendant 1 an. Au bout d'1 an, en général, on diminue de moitié, voir ce que ça donne, et on voit si on arrête ou si on n'arrête pas. La sismothérapie, c'est une efficacité redoutable. C'est l'antidépresseur le plus efficace qui existe. Évidemment, je pense que c'est plutôt à cause d'une accessibilité, on le réserve aux dépressions les plus sévères et les plus graves. Mais si on pouvait en faire tout le temps, ce serait vraiment un très bon traitement. Quelle est finalement la limitation, la principale limitation de la sismo chez la personne âgée? C'est l'image qu'on s'en fait et évidemment les contre-indications à l'anesthésie. Voilà, ça c'est le facteur principal. Il faut qu'ils aient. Sinon, c'est assez bien toléré. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de troubles cognitifs, c'est pas vrai. Il y a des troubles de la mémoire transitoires comme chez le sujet jeune, mais c'est très bien toléré et surtout très efficace. Évidemment, on peut aussi faire de la stimulation magnétique transcrânienne chez la personne âgée. Ça marche très bien. Pour les traitements adjuvants, donc les benzodiazépines, ça c'est un vrai problème, donc il faut essayer de les éviter. Mais bon, quand on a un patient qui est très agité ou très anxieux, c'est compliqué de lui dire qu'on ne peut rien mettre. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on utilise les benzodiazépines de demi-vie courte, à demi-dose et à durée limitée. Donc là, c'est le contraire des antidépresseurs, c'est-à-dire qu'on met des doses faibles, qu'on laisse faibles. On explique bien aux patients que c'est temporaire et on arrête. Donc on met du Seresta ou du Xanax, des choses qui durent quand même pas trop longtemps. Il faut savoir que chez les personnes âgées, finalement, il y a moins de syndrome de dépendance et d'accoutumance. Par contre, il y a une aggravation de la somnolence avec un risque de chute et les troubles cognitifs. Donc ça marche bien comme argument quand les patients ils veulent jamais arrêter. On dit: «Oh là là, mais vous savez, ça donne des troubles de la mémoire». Et là, de suite, vous allez voir, c'est plus facile d'arrêter. Après, les mamies qui prennent leur Cardolexomil depuis 30 ans pour dormir, bon, bah, il faut essayer. Faut essayer de le baisser, mais voilà, il y a des choses où on ne pourra pas toucher, hein. Ce qui est important, par contre, c'est de pas associer 2 benzos. Là, ça augmente le risque d'effets secondaires et malheureusement, c'est assez fréquent sur les ordonnances. Donc là, on leur dit: «Vous en choisissez qu'une» et on l'augmente, mais on ne met pas 2 benzodiazépines, chez la personne âgée.
Pour si on a une dépression, délirante, il y a les neuroleptiques, atypiques. Donc là, évidemment, on part sur les nouvelles générations, hein, Risperdal, Zyprexa, Abilify. Par contre, à des doses vraiment très, très faibles. C'est-à-dire Risperdal, on va commencer à 1/2 milligramme, Zyprexa à 5, Abilify à 5, parce qu'on voilà, c'est pour les comorbidités. Et même la nouvelle conférence de consensus, c'est que sur une dépression délirante, on met pas forcément l'antipsychotique en première intention. Des fois, ça peut s'aider juste avec l'antidépresseur. Mais sinon, voilà, c'est quand même bien toléré et bien supporté de mettre des toutes petites doses d'antipsychotiques de nouvelle génération. Ensuite, pour l'atarax, je vous en ai pas trop parlé là. L'atarax, il faut savoir que bon, les gériatres détestent à cause des effets anticholinergiques. Donc, les gériatres, ils passent leur temps à arrêter l'atarax. Voilà, c'est compliqué parce qu'il faut surveiller les complications, mais des fois, l'atarax à faible dose, un demi-comprimé de 25 milligrammes, ça peut nous aider à passer le cap. Et pareil, transitoirement, et on surveille les sécalome, les clubs vésicaux, tous les effets anticholinergiques. Voilà, ça peut aider sur une courte période si on n'a pas envie de mettre des benzos, si le patient est insuffisant respiratoire, voilà, ça peut aider d'avoir un petit peu d'atarax en attendant que l'antidépresseur agisse. Mais bon, sur un trouble anxieux important, il vaut mieux partir sur un ISRS ou un ISRS-ANA que sur des anxiolytiques purs, hein, ça c'est sûr. Évidemment, il existe aussi les mesures non médicamenteuses qui sont indispensables. Donc bon, principalement au niveau de la psychothérapie, c'est la psychothérapie de soutien. Mais bon, les TCC sont des formes de psychothérapie qui ont fait leurs preuves chez la personne âgée. Et puis si il veut une psychothérapie analytique, il y a pas de souci, ou familiale, bon bref, ça c'est mais un soutien est important. Privilégier les relations avec les familles. Il faut aussi, se mettre un peu à la place des aidants qui des fois, craquent, et donc il faut non seulement, favoriser la relation avec la famille, mais aussi, surveiller un peu, les aidants, pour pas qu'ils lâchent, parce qu'une fois que la famille lâche, là c'est compliqué. Renforcer les liens sociaux, donc c'est ce que je vous disais, les clubs de troisième âge, les visites à domicile, les aides à domicile. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes âgées, beaucoup plus que pour les patients handicapés ou schizophrènes. C'est qu'il y a dans chaque quartier, il y a un club de troisième âge. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes mobiles qui se déplacent à domicile, qui vont évaluer les patients chez eux pour voir si le lieu de vie est adapté à leur handicap, si ils ont tout pour faire les courses. Il y a les aides à domicile qui sont remboursées, les infirmiers. Donc, faut essayer de favoriser le plus possible et le plus longtemps possible le maintien à domicile. Les maisons de retraite, c'est bien pour beaucoup de choses, mais des patients qui ont leur tête en maison de retraite, c'est la dépression assurée. Hein, pour moi, les maisons de retraite, il vaut mieux, essayer de les garder pour les patients déments, et tant qu'on peut maintenir les gens à la maison, qui ne se mettent pas en danger avec des aides, des portages de repas, les infirmiers qui passent, les kinés et les aides à domicile, on essaye, et c'est souvent le meilleur traitement. Donc pour la TCC, effectivement, c'est la seule qui a fait la preuve de son efficacité. C'est recommandé, nécessite un thérapeute entraîné, une durée courte de moins d'1 an. Mais souvent ça suffit pas. Après, moi je fais pas mal de TCC avec mes patients, on se rend compte que c'est plutôt la partie comportementale que cognitive, qui aide, leur donner des objectifs, des consignes d'une séance sur l'autre. Comme c'est quand même des patients qui sont très respectueux, qui veulent bien faire, qui veulent faire plaisir, ils ont tendance à s'appliquer à appliquer les consignes, et et ça marche un petit peu. Après, c'est vrai que il faut beaucoup les stimuler. Voilà.